Bonjour! Comment le sujet de l'IA vient encore exacerber ce problème de perception de l'open source? On va parler hein, effectivement de la dramatisation comme arme de concentration. Jingle! Alors, forcément, je ne pouvais pas faire ce cycle de vidéos sans parler d'intelligence artificielle et notamment des soi-disant problématiques de l'intelligence artificielle open source. Depuis 2023, il y a un discours très spécifique qui s'est structuré sur l'IA, qui en gros, en substance, nous dit quoi? Il nous dit l'IA open source, c'est dangereux. Ok. Rendre les modèles accessibles à tous, c'est irresponsable. Et enfin, il faut réguler l'accès aux modèles les plus puissants. Alors, sur le dernier, réguler l'accès aux modèles les plus puissants, oui, mais est-ce que c'est directement lié au fait que l'IA, elle serait open source? Est-ce que ça veut dire qu'il faut forcément donner les clés du camion à une grosse corporate pour avoir de la confiance? Bah, encore une fois, il y a peut-être un raccourci là-dessus. Et il y a peut-être encore des mécaniques de FUD qui sont dissimulées derrière tout ça. Donc, qui tient ce discours? Bah, principalement, Close AI, Open AI, je suis désolé, ma fourche à languer. Google DeepMind, Anthropic. Alors, Google fait de l'IA open source, et donc effectivement, voilà, il y a deux points de mesure. Anthropic, plus potentiellement dernièrement concernant Mythos, hein, sur la régulation aux modèles les plus puissants. Mais du coup, effectivement, on peut se poser la question sur leur objectif. C'est-à-dire, là, ce que je vous ai identifié, c'est des entreprises qui ont le plus à perdre si des alternatives ouvertes deviennent compétitives. Alors, l'approche de certains, comme Google ou comme Anthropic, c'est un peu différent, on va dire. Alors, j'ai décidé, hein, encore une fois, de revenir sur des cas concrets, et puis on va revenir sur cette fameuse lettre ouverte de 2023. C'est compliqué, ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc en mai 2023, il y a une lettre ouverte signée par les dirigeants de l'IA, dont Sam Altman, le PDG d'OpenAI, qui alerte sur le risque existentiel de l'IA. Et moi, je vais pas vous mentir, à l'époque, moi aussi, je me suis dit, c'est vrai, ce serait quand même bien qu'on fasse un peu attention à ce qu'on fait. Et donc, parmi les dirigeants, il y avait beaucoup de gens qui étaient dans le directoire d'origine, qui le pensaient tout à fait de façon concrète, et je pense qu'on est toujours dans cette situation. Et ce qui se passe sur les dernières IA et les risques potentiels qu'elles peuvent faire courir d'un point de vue sécurité font se poser des questions. Mais encore une fois, il n'y a pas que les IA open source qui ont ce problème-là. Qu'est-ce qu'a dit cette lettre? Elle a dit l'IA pourrait menacer l'humanité. Bon, c'est peut-être pas dans des perspectives à court terme, mais en tout cas, il faut se poser des questions. Il faut une pause et il faut une régulation stricte. Dans les deux cas, il y a quelque chose de cohérent, effectivement. Hein. Encore une fois, comme dans toutes les techniques de FUD, il y a du vrai derrière, forcément. Ce qu'elle dit pas, par contre, c'est cette régulation telle que proposée favoriserait massivement les acteurs déjà en place, qui ont les ressources pour se conformer, et exclurait les projets open source qui n'ont pas de département juridique de 200 personnes. Alors finalement, on s'aperçoit que l'histoire donne un peu tort à cette approche, parce que finalement, on a vu que ça n'empêchait pas des Mistral, de notre fleuron français, de se développer, que finalement, la démarche scientifique avec le retour de Yann Lequin, avec des initiatives qui reviennent sur le territoire français et des approches différentes démontrent que finalement, il y a peut-être quand même de la place à l'open source. Donc c'est peut-être pour ça aussi que le discours vis-à-vis de l'open source, il se durcit encore. On va essayer de le voir. Je reviens un petit peu. Hein. Cette analyse, justement, elle vient de Yann Lequin. Hein. Donc effectivement, maintenant Ami Labs, hein, Advanced Machine Intelligence, qui était un ancien de Meta, qui est un chercheur, un des pionniers de l'intelligence artificielle, notamment prix Turing, hein, donc quelque part vraiment un des maîtres à penser du sujet de l'intelligence artificielle, et puis en plus un Français. Donc ce discours catastrophique, ça sert à concentrer le pouvoir de l'IA entre les mains de quelques entreprises. La régulation excessive de l'open source serait une catastrophe pour l'innovation et la démocratie. Donc lui, son point de vue, c'est de dire, attention, il y a peut-être
il y a peut-être quelque chose à faire sur la façon de structurer et d'organiser les choses, ça n'interdit pas d'être prudent, mais ça n'interdit pas non plus de laisser encore une fois les clés du camion. Ça vient d'une interview dans The Verge en juin 2023. On va regarder un deuxième cas concret. Et là, c'est le lobbying sur l'AI Act européen. De 2023 à 2024, il y a eu la bataille de l'AI Act. Donc le Big Tech, les Big Tech ont fait un lobbying actif pour que les modèles fondamentaux open source soient soumis aux mêmes obligations que les modèles commerciaux fermés. Ce qui aurait rendu des projets comme Llama de Meta, Mistral par Mistral AI ou Falcon quasi impossibles à distribuer. Résultat, grâce à la mobilisation de la communauté open source et de certains États, dont Cocorico, la France ou l'Allemagne, c'est-à-dire notamment, essentiellement des États européens, on a eu une exemption partielle qui a été obtenue pour les modèles open source. Encore une fois, on ne règle pas le problème en limitant et en supprimant l'effort d'innovation, on le règle en créant des gouvernances, mais cette fois-ci des vraies gouvernances. Des gouvernances globales et non pas des gouvernances portées par des corporates pour des objectifs financiers. Ce que ça révèle, c'est que le discours sur les risques de l'IA ouverte, c'est pas neutre du tout. Il est porté par les acteurs qui cherchent à verrouiller un marché estimé à la cible, selon Bloomberg, en 2032, à 1300 milliards de dollars. Il faut quand même se dire qu'actuellement, si on essaye d'être un petit peu raisonnable et pragmatique et qu'on oublie les évaluations, les cotations de certaines entreprises, on est sur quelque chose qui représente 290 milliards de dollars. Donc clairement, on sent que c'est la guerre, et que cette guerre, elle est en grosse partie depuis les big tech, un peu américaines pour le coup, vis-à-vis des alternatives chinoises, des alternatives européennes, et avec une vraie défense du sujet sous le faux prétexte de l'open source par les Américains, par les big tech américains. On regarde maintenant le cas concret numéro 3. Et je ne pouvais pas ne pas revenir sur le retournement de veste de OpenAI. On va essayer de refaire un petit rappel chronologique, mais je l'ai probablement beaucoup mieux fait dans ma vidéo sur l'IA open source, que je vous encourage à aller regarder, mais on va le regarder rapidement. En 2015, OpenAI est fondé comme laboratoire à but non lucratif. À but non lucratif, avec la mission de développer une IA sûre et bénéfique pour l'humanité. On est finalement un peu loin de cette promesse initiale. 2019, c'est la création d'une filiale commerciale qu'on appelle Caped Profit, c'est-à-dire à profit limité, qui avait pour objectif de pouvoir donner un cadre structurel commercial pour favoriser l'évolution de OpenAI, ce qui était potentiellement acceptable. Par contre, dès 2023, GPT-4 est intégralement fermé, aucun poids de modèle publié, aucun article technique détaillé, c'est-à-dire, voilà, on se retrouve avec des scientifiques, parce qu'il ne faut pas se tromper, les gens qui travaillent dans la data science, les gens qui travaillent dans l'IA sont des scientifiques, des mathématiciens, des scientifiques. Et normalement, les mathématiciens et les scientifiques, ça publie. Ça produit de l'intelligence collective et ça produit au bénéfice de l'humanité. Non, plus maintenant, pas dans l'IA. Dans l'IA, on referme. On fait des modèles fermés. Alors évidemment, pas tout le monde. 2024, Sam Altman déclare que le modèle non lucratif n'est plus adapté et pousse vers une structure pleinement commerciale. Et de 2024 à 2025, OpenAI lève des dizaines de milliards, une valorisation supérieure à 150 milliards et potentiellement avec des délires qu'on entend des fois de temps en temps à des chiffres beaucoup, beaucoup plus élevés. Faut pas se tromper. Entre-temps, ce monsieur a construit un patrimoine qui est estimé en 2026 par Forbes à 3,5 milliards de dollars. Je comprends qu'ils veuillent fermer le code. L'objectif, c'est pas le bénéfice de l'humanité, comme c'était la raison d'être initiale d'OpenAI, c'est, à mon avis, beaucoup plus un objectif bassement terre-à-terre et clairement financier. Donc l'ironie, c'est que, voilà, comme je le disais, avec mon jeu de mots idiot au tout début, l'entreprise qui porte le mot open dans son nom, elle est devenue l'un des acteurs les plus fermés du secteur. Et c'est cette même entreprise qui alerte sur les dangers de l'ouverture.
Encore une fois, le danger, il n'est pas sur l'utilisation de l'IA. D'ailleurs, on le voit, hein, Anthropic est une société fermée, et pourtant, elle produit des choses qui, manifestement, sont estimées à risque vis-à-vis de l'impact en sécurité que ça peut produire. Est-ce qu'elle aurait été une entreprise ouverte, elle n'aurait pas pris la décision de ne pas le publier? Quoi qu'il arrive, oui, le code source aurait été publié, mais la capacité, le code source ne fait pas tout. L'IA, et c'est aussi un des avantages, c'est que les poids sont importants. C'est-à-dire que la capacité de pouvoir faire un learn efficace sur un modèle fait que quelque part il y a ce garde-fou. C'est pas monsieur tout le monde dans son garage qui va avoir l'ordinateur suffisant pour faire l'apprentissage d'un modèle qui va avoir le risque, qui va porter le risque. Donc au final, c'est là que peut-être se trouve une solution vis-à-vis de l'IA, de se dire c'est pas grave que le code source soit ouvert, mais effectivement l'ouverture globale des poids doit se faire avec un certain contrôle. Le code source peut être ouvert, il n'y a pas de problème. Le risque n'est pas là. C'est la façon dont on l'apprend. Et là, pour le coup, peut-être qu'il y a une régulation, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Ça ne veut même pas dire qu'on n'ouvre pas. Ça veut dire que si jamais on l'a bien qualifié, bien vérifié son fonctionnement, lui aussi, il peut être ouvert. Et il devra être ouvert pour que ce soit au bénéfice de l'humanité. Mais ça doit être... On doit contrôler ce bénéfice. Et donc, effectivement, ouvrir le code... Donc l'open source n'est absolument pas en cause dans l'équation. Il n'y a pas de problème open source sur l'intelligence artificielle. Il y a un problème sur la façon dont on va apprendre ces modèles et l'orientation qu'on peut en donner. Mais encore une fois... Alors peut-être que le problème se posera différemment avec des modèles, avec des approches différentes, avec les modèles beaucoup plus légers tels que nous le propose la Chine, avec des modèles plus différents tels que nous propose par exemple GEPA, Yann Lequin avec GEPA et les modèles monde, parce que là potentiellement ça pourrait être complètement différent. Est-ce que les besoins en compute vont être aussi forts? Là on se posera, et il faudra se poser des questions. Et là il faudra chercher des solutions. C'est ça qu'on a à trouver. C'est pas d'interdire, c'est de résoudre des problèmes et de trouver des solutions. J'avais envie un petit peu d'illustrer avec un persona imaginaire pour montrer un petit peu en quoi ce qui se passe dans l'IA est vraiment différent. Imaginons Karim, un chercheur en IA dans un laboratoire public, alors effectivement pas n'importe lequel, celui dont la France devrait se valoriser le plus possible, c'est de l'INRIA dont sortent un nombre incroyable de scientifiques et de mathématiciens, pardon, et notamment énormément dans l'intelligence artificielle. Imaginons notre Karim, là il a 38 ans, il est chercheur en intelligence artificielle, chercheur titulaire, hein, donc il bosse dans un laboratoire de public de recherche, université ou organisme national, dans le cas de figure c'est à l'INRIA, et puis sa spécialité c'est l'apprentissage automatique, la reproductibilité scientifique, les évaluations des modèles. Le contexte professionnel, Karim il travaille dans un laboratoire financé par des fonds publics, son activité principale, parce qu'effectivement dans notre pays et en Europe c'est quelque chose qui est encore monnaie courante, de subventionner et de donner de l'argent pour le bénéfice collectif par les structures publiques comme les laboratoires comme l'INRIA. Donc son activité principale elle consiste à publier des articles scientifiques, encadrer des doctorants et développer des modèles open source. Les mêmes doctorants que les grosses entreprises, que les GAFAM vont venir récupérer parce qu'ils seront extrêmement compétents. C'est un peu ce qui s'est passé avec les profils de l'IA jusqu'à présent. Il a connu une période où la recherche en IA, elle reposait fortement sur la transparence académique. Forcément, elle était calquée sur le modèle scientifique et l'approche de ce qu'on avait dans les mathématiques. Les publications, elles étaient systématiquement ouvertes et la reproductibilité expérimentale, elle était la règle. Aujourd'hui, il observe une industrialisation rapide du domaine, alors elle est justifiée par les besoins de compute, dominée par quelques grandes entreprises qui disposent de ces ressources computationnelles extrêmement fortes qui sont nécessaires pour justement le domaine de l'IA. Mais ça, c'est qu'une excuse. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit quand OpenAI a publié ses travaux, on pouvait les reproduire, les vérifier, les améliorer. Aujourd'hui, on nous demande de faire confiance à une boîte noire, développée par une entreprise privée valorisée des centaines de milliards, au moins une centaine, 150 milliards. Et on nous dit, et c'est ce qu'il dit, il nous dit, c'est nous qui sommes dangereux. La communauté ouverte, on est dangereux. Et du coup, il a l'impression que le monde, il marche sur la tête, quoi.
Alors on va en rester là pour cette vidéo. Je voulais vraiment faire ce petit focus hein, sur l'IA parce que c'est très révélateur. Et je voulais prendre le temps de montrer que le problème n'est pas l'open source. Même dans l'IA, le problème n'est pas l'open source. Il va être plus sur la façon dont on la rend disponible en produit fini. Et pour l'IA, justement, on a cet avantage que le produit fini peut pas être fabriqué comme ça sur un PC, sur un bureau, ou avec même une ferme de machines. Il va falloir qu'il y ait des puissances de calcul qui sont beaucoup plus importantes. Et là, on doit réfléchir à des gouvernances. Au revoir.